Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je m'appelle Mamadou Sidou Diallo, je suis formateur euh, au niveau du cabinet Financial Training. Donc, comme bientôt, nous serons dans la période de clôture de compte et aussi dans la période d'élaboration des états financiers, nous avons initié une série de webinaires gratuits sur tous les aspects liés aux états financiers. Donc aujourd'hui, c'est la première édition. Et cette première édition sera sur deux thématiques. D'abord, on va voir le montage des états financiers et après le montage, nous allons voir les points de contrôle qui vont nous permettre de pouvoir faire ce qu'on appelle l'audit de qualité, c'est-à-dire s'assurer que les états financiers sont bien montés. Euh, non, Financial Training, c'est un cabinet de formation dédié uniquement dans le renforcement des capacités des professionnels, des jeunes diplômés et aussi on va dire des chefs d'entreprise dans tout ce qui est domaine de comptabilité d'entreprise, comptabilité des ONG, finance d'entreprise, contrôle de gestion, et aussi Excel, Power BI, donc tout ce qui est vraiment, tout ce qui touche au domaine des chiffres. Donc voici quelques visages de nos alumni. Nous sommes plus de 600 alumni à travers le monde. Et dans la liste des alumni, nous avons tous les profils. Nous avons vraiment des jeunes diplômés, nous avons des salariés, nous avons des chefs Bonjour à tout le d'entreprise. monde. Est-ce qu'il est possible d'enregistrer, s'il vous plaît? Oui, la vidéo est enregistrée et comme je l'ai dit, comme vous avez reçu dans le message email, le replay sera disponible dans notre plateforme Telegram. D'accord, merci. Non, en plus des alumni aussi, nous avons une plateforme de formation qui permet vraiment aux professionnels de se former selon leur rythme. Donc, comme vous le savez, souvent on lance des formations en présentiel et aussi des formations en ligne. Mais c'est peu que voilà, les agendas de chacun ne leur permettent pas de pouvoir participer à ces formations. Donc, cette plateforme permet aux professionnels vraiment d'accéder à des ressources de formation sur la comptabilité, la finance d'entreprise, sur tout ce qui est gouvernance d'entreprise, contrôle et gestion, Excel, Power BI, Google Analytics. Donc, toutes ces formations sont disponibles sur cette plateforme. Donc, cette plateforme, comme je l'ai dit, va vraiment permettre à tout un chacun de se former, surtout, je reviens là-dessus, selon son rythme de compréhension. Et je pense que c'est l'élément le plus important. Donc, mes amis, voici vraiment une brève présentation du cabinet. Maintenant, par rapport au programme, quels sont les objectifs? Le premier élément, on va vraiment faire un rappel par rapport à la définition de la comptabilité générale et surtout un rappel sur le langage comptable. Pourquoi un rappel sur ce langage comptable? Parce que c'est ce langage comptable-là qui va nous permettre de pouvoir bien analyser la balance. De pouvoir bien analyser la balance. Parce que c'est à partir de la balance, comme vous le savez, qu'on monte les états financiers. Et comme vous le savez, on dit que les états financiers doivent être sincères, réguliers et donnent l'image fidèle. Donc, ces trois qualités, on doit d'abord les retrouver sur notre balance. Notre balance doit
être sincère, régulier et les soldes doivent refléter l'image fidèle. Maintenant, pour qu'on puisse s'assurer que cette balance-là ait ces trois qualités, il faut qu'on sache clairement comment analyser la balance. Cette analyse de la balance va dépendre de notre capacité à maîtriser les comptes. Donc, après l'analyse de la balance, nous allons voir comment élaborer les états financiers. Donc ici, il y a deux méthodes. Il y a la méthode manuelle et aussi il y a la méthode automatique avec l'alias automatique. Et enfin, lorsque on monte les états financiers ou lorsque un cabinet monte les états financiers, donc on doit être capable de s'assurer que ces états financiers sont bien montés, sont bien élaborés. Donc là, il faut vraiment connaître tous les points de contrôle des états financiers. Donc mes amis, voici les objectifs de cette formation. De ce webinaire. Maintenant, voici la première question. Selon vous, qu'est-ce que la comptabilité générale? Le principe est simple. Quand je pose la question, vous levez votre main et je vous donne la parole. Selon vous, qu'est-ce que la comptabilité générale? Actuellement, nous sommes 32 participants. Donc, j'aimerais vraiment avoir des volontaires. Je vois Adeline Kamaté. Adeline, selon vous, qu'est-ce que la comptabilité générale? Un volontaire? Un volontaire, s'il vous plaît. Je vois Alpha Omar Soiré. Alpha, vous êtes là? Alpha? Bon, pour moi, la comptabilité générale, c'est le traitement d'informations afin d'établir les états financiers. D'accord. OK. C'est exactement ça. C'est le traitement d'informations afin d'élaborer les états financiers. Maintenant, Alpha, j'aimerais vous poser une deuxième question. Dans votre structure, ou bien dans une structure, dans une entreprise, est-ce que lorsque la facture d'un fournisseur vient dans l'entreprise, est-ce que cette facture part directement dans la comptabilité? Oui, la facture, elle est directement adressée au comptable, en fait, pour la comptabilisation et le paiement. Ça veut dire que le coursier part directement dans le département comptabilité pour déposer la facture. Peut-être, ça dépend de l'entreprise. Ça peut être à l'accueil. Si, ça peut être à l'accueil, en fait. Ça dépend comment vous êtes structuré. Normalement, tout le courrier, il doit être déposé à l'accueil de l'entreprise. OK. Maintenant, c'est eux qui vont éparpiller les documents qui vont en comptabilité, ceux qui vont dans les ressources humaines, ceux qui vont dans les pôles de l'audit ou des trucs comme ça. Ou D'accord. dans le Donc, vous service êtes... marketing. Normalement, c'est comme D'accord. ça, ouais. OK. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que généralement, ça passe par l'accueil, par le secrétariat. Donc, ça veut dire que Exactement, lorsque oui. le courrier vient, le secrétaire va enregistrer dans un registre courrier arrivé. Après, il va faire le dispatching. Il va voir que ce courrier est destiné au département comptabilité. Donc, Exactement, c'est ça. il va envoyer le courrier dans le département comptabilité. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi c'est comme ça? Je n'ai pas bien Vous serez compris. d'accord avec moi que parce que c'est une organisation qui est en place. Voilà. Allô, Alpha? C'est ça en fait, parce qu'il y a une organisation vraiment en place.
Généralement, quand on demande c'est quoi la comptabilité générale, beaucoup de personnes oublient vraiment cette composante très importante qui est l'organisation comptable. Certes, on va faire le traitement, c'est-à-dire on va faire on va recevoir les pièces, on va les traiter, les saisir jusqu'à l'élaboration des états financiers. Mais le traitement va dépendre d'abord de l'organisation qu'on va mettre en place. Donc, si vous avez une bonne organisation comptable, des bonnes procédures, ça va permettre que le traitement soit bien fait. Et ce traitement-là qui est bien fait va impacter positivement les états financiers. Donc, la comptabilité générale, c'est un système d'organisation et de traitement des informations afin d'élaborer les états financiers. Donc, 3 composantes: organisation comptable, traitement des informations, l'élaboration des états financiers. Et toutes ces 3 composantes-là sont liées. Vous allez voir souvent, on a des comptables qui sont techniquement très bons, mais qui n'arrivent pas à produire des états financiers de qualité. Pourquoi? Le côté technique est bon. C'est-à-dire les traitements, quand on leur donne le temps, quand on évalue leur côté technique, le niveau est bon. Mais il se peut qu'ils sont dans une mauvaise organisation comptable. Donc, cette mauvaise organisation comptable va influencer sur le traitement. Or, comme vous le savez, c'est le traitement qui produit la balance et c'est à partir de cette balance-là qu'on monte les états financiers. Donc, c'est très important de comprendre cela dès le départ. Dès le départ, de comprendre que toute la comptabilité, dans un premier temps, est basée sur l'organisation comptable. C'est pourquoi il faut forcément mettre en place une très bonne organisation comptable. Et après le traitement, en comptabilité, je peux dire que le traitement, c'est en 3 grandes étapes. Il y a d'abord les travaux quotidiens qu'on fait tous les jours: la réception, le dépouillement, le classement, les imputations, les saisies, voilà, et donner les situations à travers les états comptables. Ça, c'est la première étape, les travaux quotidiens. Ensuite, il y a les travaux mensuels, comme le rapprochement bancaire, les déclarations, l'élaboration du bulletin de salaire, l'état des salaires. Donc, tu vois, tous ces travaux font partie de ce qu'on appelle les travaux mensuels. Et après, il y a les travaux de fin d'année, les travaux d'inventaire. Donc, forcément, les inventaires physiques, les amortissements, les écritures de régularisation, les écritures, par exemple, de factures non parvenues, donc, et les écritures de l'impôt sur les sociétés. Donc, vous voyez, les traitements commencent vraiment depuis la réception jusqu'à la dernière écriture qui consiste à passer l'écriture de l'impôt sur les sociétés. Donc, 3 grandes étapes: les travaux quotidiens, les travaux mensuels et les travaux de fin d'année. Et comme vous le savez, la finalité de tous ces travaux, c'est l'élaboration des états financiers. Donc, qui est vraiment la dernière partie de la comptabilité. Donc, un système d'organisation et de traitement des informations afin d'élaborer les états financiers. Organisation, traitement, état financier. Donc, les 3 mots: organisation, traitement, état financier. Maintenant, pour monter les états financiers, comme je l'ai expliqué, on a besoin d'abord d'une balance. Pour qu'on puisse avoir une balance, il faut qu'on fasse les saisies. Pour qu'on puisse faire les saisies, il faut qu'on arrive à imputer les pièces. Donc, pour qu'on puisse imputer les pièces, forcément, nous devons comprendre le langage comptable. C'est pourquoi le programme, c'est d'abord, on va voir le langage comptable. Nous allons voir comment analyser la balance avec un cas pratique. Comment analyser la balance. Ensuite, les 2 systèmes de présentation des états financiers, système normal et système minimal de trésorerie, et leur contenu,
les 4 documents nécessaires à l'élaboration des états financiers lorsque vous utilisez l'alias manuel et enfin l'élaboration des états financiers de A à Z avec l'alias automatique. Le premier point, c'est le langage comptable. Le langage comptable, je pense que dans toutes nos formations, on le dit clairement, c'est le langage le plus simple au monde. Dans les langages comptables, il n'y a ni grammaire, il n'y a ni vocabulaire, il n'y a ni conjugaison. Tous les langages comptables sont basés sur 4 éléments. 4. Compte, débit, crédit et montant. Voici les 4 éléments du langage comptable. Compte, débit, crédit et montant. Donc, quand vous regardez les derniers éléments, le montant, il n'y a pas d'explication à donner. Le montant figure sur les pièces comptables. Maintenant, débit et crédit, c'est juste augmentation et diminution des soldes. Mais je n'ai pas dit débit veut dire augmenter. Non. Des fois, débit veut dire augmenter. Des fois aussi, ça veut dire diminuer. Crédit, des fois, ça veut dire augmenter. Des fois, ça veut dire diminuer. Donc, débit et crédit, ça veut juste dire augmentation, diminution des soldes. Mais débit et crédit vont dépendre du compte. C'est pour vous dire que tous les langages comptables sont basés sur les comptes. Donc, en comprenant très bien les comptes, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire débit, qu'est-ce que ça veut dire crédit. Et le montant, comme on a dit augmentation, diminution des soldes, ça a augmenté de combien ou ça a diminué de combien? C'est le montant qui va nous dire cela. Donc, 4 éléments, compte, débit, crédit, montant. Maintenant, on va prendre le compte. Qu'est-ce qu'un compte? Un compte, quand je vous demande 521, vous allez me dire que c'est la banque. Pourquoi c'est la banque? Parce que c'est un compte, c'est juste un numéro et l'intitulé. Le compte, c'est le numéro et l'intitulé. Maintenant, l'ensemble des comptes est appelé plan comptable. L'ensemble des comptes est appelé plan comptable et le plan comptable est divisé en classes, les 9 classes. Sur les 9 classes, il y a 2 blocs. Il y a les blocs du bilan de 1 à 5 et il y a les blocs de compte de résultats de 6 à 8. Mes amis, est-ce que vous m'entendez? Je peux continuer? Le son est bon? Oui, c'est bon. Oh, oui, ça va. D'accord, ok. Maintenant, je disais, il y a 9 classes. Donc, tous les comptes, soit c'est un élément du bilan, ou soit c'est un élément du compte de résultat. Il n'y a que ces deux-là. Soit c'est un élément du bilan, ou soit c'est un élément du compte de résultat. Donc, voici les 2 blocs. Les éléments du bilan sont les comptes qui commencent par 1 jusqu'à 5. Et les éléments du compte de résultat, c'est de 6 à 8. C'est quoi le bilan? C'est le patrimoine à une date donnée. Donc, quand on parle de patrimoine, c'est ce qui nous appartient. Les ressources nous appartiennent. Les emplois aussi nous appartiennent. L'actif nous appartient. Notre passif aussi nous appartient. Donc, il y a l'actif et le passif. Donc, tous les éléments du bilan, soit c'est un actif,
ou soit c'est un passif. Il n'y a que ces deux au niveau des éléments du bilan. Maintenant, comment définir un compte d'actif ou un compte de passif? L'astuce que nous utilisons, c'est de réfléchir en termes de valeur, en termes de respect. Tout élément du bilan qui augmente la valeur, c'est un actif. Les bâtiments. Quand tu as un bâtiment, ta valeur augmente. Le respect qu'on a envers toi augmente. Donc, c'est un actif. Si on a des créances, notre valeur augmente. C'est un actif. Si nous avons de la disponibilité, notre valeur augmente. C'est un actif. Les passifs diminuent la valeur. Les passifs diminuent la valeur. Le capital social, qui est l'apport des propriétaires, c'est une dette. Donc, on doit. Notre valeur diminue, c'est un passif. L'emprunt, on doit, c'est un passif. Les dettes, on doit, c'est un passif. Donc, après, nous allons faire quelques exercices. Et en comptabilité, au niveau des comptes, on va dire c'est la partie qui est un peu compliquée. Définir un compte d'actif ou un compte de passif pour les éléments du bilan. Le deuxième groupe, qui sont les comptes de résultats. Le compte de résultats aussi, c'est un document qui contient l'ensemble des charges et des produits afin de déterminer le résultat de l'exercice. Donc, quand tu regardes cette définition, tout le compte de résultats aussi est divisé en deux natures. Le compte de charge. Et ici, c'est très facile de définir quels sont les comptes de charge. Le compte qui commence par 6 et le compte qui commence par 8 suivi d'un chiffre impair. Donc, quand vous me dites 600, pas le reste, je sais que c'est un compte de charge. Quand vous me dites 800, j'essaie de détecter le compte, les chiffres qui suivent 8. Si c'est un chiffre impair, c'est une charge. Pour le compte de produit, tous les comptes qui commencent par 7 sont des produits. Et tous les comptes qui commencent par 8, suivis d'un chiffre pair, sont des produits HAO. Donc, mes amis, en regardant ce dessin, on voit clairement qu'il n'y a que 4 natures de comptes. Et toute la comptabilité est basée sur ces 4 mots. Actif, passif, charge, produit. Je dis bien, toute la comptabilité est basée sur ces 4 mots. L'imputation, l'analyse de la balance, toutes ces choses-là se font à travers notre maîtrise de ces 4 natures. Actif, passif, charge et produit. Dès que vous avez un compte, la première des choses que vous devez faire, c'est en quelques secondes de détecter la nature de ce compte. Parce que même débit et crédit dépendent de ces 4 natures. Donc, les comptes qui commencent de 1 à 5, les éléments du bilan, soit c'est un actif ou soit c'est un passif. Il n'y a que ces deux pour les éléments du bilan. Les comptes qui commencent par 6 à 8, les comptes de résultats, soit ce sont des comptes de charge ou ce sont des comptes de produits. Donc, 4 natures, actif, passif, charge et produit. On va faire quelques exercices. Ce compte-là, c'est un compte qui commence par 1, 101 capital social. Donc, dès que le compte commence par 1, je peux faire une première conclusion. C'est un compte du bilan. C'est un compte du bilan. Maintenant, le compte commence par 10. C'est pourquoi c'est très important que vous compreniez le compte à 2 chiffres.
La classe 1, ce sont les ressources durables. Mais il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi les comptes qui commencent par 10, par 11, par 12 jusqu'à 19. Tous les comptes qui commencent par 10 sont liés au capital. Maintenant, c'est quoi le capital social? On sait que c'est un élément du bilan. Donc, ça veut dire que soit c'est un actif ou soit c'est un passif. Pour cela, je dois comprendre l'impact sur la valeur, sur le respect. Le capital social, c'est une dette. C'est l'apport des propriétaires, mais c'est une dette qui est remboursée, tôt ou tard. Maintenant, si nous avons une dette, notre valeur, le respect, ça diminue. Et là, je peux conclure pour dire que le compte 101, c'est un compte de passif. Après, il y a le compte 162. Le compte 162, emprunt bancaire, ça commence par 1. Donc, c'est un compte du bilan. Le compte commence par 16. C'est que c'est un compte qui est lié aux emprunts. Maintenant, je réfléchis valeur au respect. Ça augmente ou ça diminue? Donc, on voit que l'emprunt, oui, ça augmente la trésorerie, mais ça diminue la valeur. Quand tu as une dette, ta valeur diminue. Le respect qu'on a envers toi diminue. Donc, le compte 162, c'est un compte de passif. Après, il y a matériel de transport. Le compte matériel de transport, c'est un compte qui commence par 2. Donc, c'est un compte de bilan. Ça commence par 24. C'est lié au compte matériel immobilier. Maintenant, matériel de transport, ça augmente forcément notre valeur. Ça augmente le respect. Donc, c'est un compte d'actifs. « 401 dette fournisseur. Souvent, j'entends 401 fournisseur. Ce n'est pas vrai. 401, ce n'est pas fournisseur. C'est 40 qui est fournisseur. Donc, 401, c'est la dette fournisseur. Ça commence par 4. C'est un élément du bilan. C'est lié au compte 40, fournisseur. La dette fournisseur, on doit. Notre valeur diminue. Donc, c'est un compte de passif. Après, il y a le compte 409. Avance fournisseur. Le compte 409 avance fournisseur, forcément, c'est un compte de bilan. C'est lié à 40, c'est fournisseur. Mais là, c'est nous qui avons fait une avance. Donc, notre valeur augmente. Donc, 409, c'est un compte d'actifs. Donc, voici juste quelques exemples qui nous permettent de comprendre les natures de comptes d'actifs et de passifs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est là-bas où il y a un peu de difficulté. Sinon, les comptes de charge et les comptes de produits sont très faciles à détecter. Tout compte qui commence par 6, c'est un compte de charge. Tout compte qui commence par 7, c'est un compte de produit. Et tout compte qui commence par 8, je regarde le deuxième chiffre. 8 suivi d'un chiffre impair, c'est charge. Et 8 suivi d'un chiffre pair, c'est produit. Maintenant, une fois qu'on a compris les 4 natures, maintenant, on peut mieux comprendre débit-crédit. Comme je l'ai dit, débit-crédit, ça veut juste dire augmentation ou diminution des soldes. C'est tout. Maintenant, ça dépend des natures. Le compte d'actifs,
augmente au débit, diminue au crédit. Donc, ça veut dire que quand tu vois un compte d'actifs au débit, ça veut dire que le solde de ce compte-là a augmenté. Quand tu le vois au crédit, ça veut dire que le solde a diminué. Le passif augmente au crédit, diminue au débit. À partir de là, on peut prendre un exemple. Lorsque on paye le fournisseur, qu'est-ce qui se passe au niveau des soldes? Ta dette diminue, ma trésorerie diminue. Ta dette, c'est un passif, ça diminue au débit. Ma trésorerie, la banque, c'est un actif, ça diminue au crédit. C'est pourquoi l'écriture comptable qu'on passe, on débite 401 et on crédite 521 ou 57 si c'est la caisse. Donc là, vous voyez que c'est juste un langage qu'on a utilisé. 401 au débit, ça veut dire que la dette fournisseur a diminué 2. Et là, on met le montant de ces montants. 521 ou 57 au crédit, c'est un compte d'actifs au crédit. Ça veut dire que aussi le solde de ma trésorerie a diminué. De quel montant? On met le montant. Donc, débit, crédit, ça veut juste dire augmentation, diminution, mais ça dépend des comptes. Nature, actif, passif, pour les éléments du bilan. Maintenant, pour les éléments du compte de résultat, les actifs et les charges ont le même fonctionnement. Les charges augmentent au débit, diminuent au crédit. Les produits augmentent au crédit, diminuent au débit. Donc, mes amis, voici le langage comptable. J'espère que à travers les 4 natures, on comprend mieux maintenant débit et crédit. Et j'espère que aussi à travers l'astuce qu'on a expliquée, on comprend mieux maintenant comment facilement détecter les éléments du bilan et les éléments du compte de résultat. Est-ce que c'est bon par rapport au langage comptable? Ou bien s'il y a des questions? Maintenant, le principe est simple. Quand je vous pose la question si c'est bon, si vous pensez que c'est bon, vous me dites directement dans les discussions oui, oui, ou OK. Maintenant, si vous avez des questions, vous choisissez l'option lever la main et je vous donne la parole. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut continuer? OK. Je pense que la personne a levé sa main. Vous pouvez activer votre micro et poser la question, et poser votre question. Je vois ici TechnoSmart. Vous pouvez activer votre micro et poser la question. D'accord. Allez-y. Oui? Bonjour, ça va? Ça va. Vous allez bien. Non, c'est par erreur que j'ai levé la main. Quoi. Je voulais mettre OK et puis j'ai cliqué sur OK là. C'est que c'est bon. Quoi. Oui, OK. Très bien, j'ai compris que c'est toi. D'accord. Maintenant, ouais, merci. Je vous en prie. OK, maintenant, vous savez, il y a une différence entre état comptable et état financier. Très important de comprendre cela. Les états comptables, c'est le journal, le grand livre et la balance. Et à partir de cette balance-là, qu'on montre les états financiers, le bilan, le compte, les résultats, voilà, les TFT, les noms. Donc, comment on a les états comptables? D'abord, on fait la réception des pièces, le dépouillement, les imputations, les saisies. À partir des saisies, nous avons le premier état qui est le journal. Et le journal, c'est l'état comptable qui va nous permettre d'avoir les opérations ou les saisies d'un compte spécifique.
les opérations ou les saisies d'un compte spécifique. Après, il y a le grand livre. Regardez, le journal nous donne toutes les saisies. Toutes les saisies qu'on a eu à faire de façon périodique, le journal permet de voir ces saisies-là. Maintenant, le grand livre, c'est l'État qui va permettre de filtrer les saisies par compte. Moi, j'aimerais juste avoir la situation d'un compte spécifique. Ça, c'est le grand livre. Et la balance, c'est le solde. Comme lors des saisies, on a eu à débiter, à créditer, augmentation, diminution, quel est le montant qui reste? Quel est le total des mouvements et quel est le total des soldes? Donc ça, c'est la balance. Donc, et la balance, vous savez, il y a plusieurs formes de balance. Il y a la balance à 4 colonnes, la balance à 6 colonnes, la balance à 8 colonnes. Et quelle que soit la balance, les deux dernières colonnes, je dis bien les deux dernières colonnes, on appelle ça les soldes cumulés. Et ces soldes cumulés-là, il n'y a que 3. Soit le solde est débiteur, soit le solde est créditeur, ou soit le solde est nul. Et c'est à partir maintenant de ces soldes cumulés-là qu'on pourra analyser la balance. On dit l'analyse, ça va consister à regarder la position des soldes cumulés. Les éléments du bilan, l'actif augmente au débit. Donc les actifs, sur une balance, les actifs ont forcément des soldes cumulés, je dis bien cumulés, les deux dernières colonnes, débitaire ou zéro. Un compte d'actifs ne peut jamais avoir un solde cumulé créditeur. C'est impossible. Si vous voyez ça, c'est qu'il y a des anomalies quelque part. Donc, vous encerclez et on va aller en profondeur pour comprendre la problématique. Les actifs augmentent au débit. Donc, toujours solde cumulé, débiteur ou nul. Le passif augmente au crédit. Toujours solde cumulé, créditeur ou nul. Donc, quand vous voyez des comptes de passifs au débit, au niveau des soldes cumulés, c'est qu'il y a une anomalie quelque part. Les charges augmentent au débit, parce que les salles ont des soldes cumulés débiteurs ou nuls, souvent sauf les comptes de variation. Les comptes de produits ont des soldes cumulés créditeurs ou nuls. Vous voyez, sauf les comptes de variation. Vous voyez, c'est facile vraiment d'analyser la balance, mais ça dépend de notre capacité à détecter les natures des comptes. Si je sais que ce compte, c'est un actif, je regarde les soldes cumulés. Si le montant est là, il doit être au débit. S'il n'est pas au débit, il doit être zéro. S'il n'est pas au zéro, s'il n'est pas zéro et que le montant est au crédit, il y a une anomalie en cercle. Si le compte est passif, cumulé, créditeur ou zéro. Charge cumulé, débiteur ou zéro, sauf le compte de variation. Et produit cumulé, créditeur ou zéro, sauf le compte de variation. Mes amis, est-ce que c'est bon par rapport à l'analyse de vue? Parce qu'on va faire juste tout de suite un cas à travers un fichier comptable. C'est bon, il y a des questions? D'accord. Ok. Est-ce que vous voyez cette balance-là? C'est une petite balance, juste une dizaine de lignes. Donc, j'aimerais que vous analysez cette balance-là. Je vous donne 10 minutes
10 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes pour analyser cette balance. Je vous ai dit, pour analyser la balance, vous regardez juste le compte et la position des sols cumulés. Par exemple, le premier compte qui est là, 101, c'est un compte de passif. Le montant est dans la partie sol cumulé, c'est crédit, donc la position, elle est bonne. J'aimerais que vous faites la liste des comptes qui n'ont pas des sols qui ont une bonne position. Allez-y. Allez-y, Mohamed. Quels sont les comptes qui ont des anomalies? Ok, déjà, le premier compte qui a un problème, c'est le compte 401 qui est un compte du passif dont le solde doit être créditeur ou nul, qui est un solde débiteur ici. Okay. Le second compte, c'est le compte 411. OK. Le second compte, c'est le compte 411 qui est un compte d'actif qui doit avoir un solde débiteur ou nul, qui est un solde créditeur ici de 22 100 000. OK. Le troisième compte, c'est le compte 422 qui est un compte aussi du passif qui doit avoir un solde créditeur ou nul. Donc, il y a un solde débiteur de 350. Le quatrième, c'est un compte, c'est le compte 481 dette fournisseur d'investissement. Au même titre que le compte 401 dette fournisseur doit avoir un solde créditeur ou nul, qui est un solde débiteur ici. OK. Et pour finir, le compte 585, qui est un compte de virement interne qui doit avoir un solde impérativement nul, qui est un solde créditeur ici. Donc, ce sont les 5 comptes qui ont des problèmes ici. C'est très bien, Mohamed. Félicitations. Félicitations. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement les 5 comptes qui ont des anomalies sur cette balance. Vous voyez, le compte 401, c'est un compte de passif. Il doit être au crédit ou nul. On voit qu'ici, c'est au débit. Après, il y a le compte créance client, qui est un compte d'actif, qui doit avoir un seul cumulé débiteur, mais c'est au crédit sur cette balance. Après, il y a le compte 422, salaire net, 350 000. C'est un compte de passif qui doit être au crédit ou nul. Le compte dette fournisseur d'investissement, c'est un compte de passif. Là où il doit être au crédit, mais là, sur cette balance, il est au débit. Et le compte de virement interne, qui doit forcément être soldé. C'est un compte transitoire. Ce compte-là le solde ne doit être ni au débit, ni au crédit. Donc, mes amis, voici l'exercice, on va dire un petit exercice sur l'analyse de la balance. Et c'est l'élément le plus important. Et c'est la compétence la plus importante dans un département comptable, comptabilité et finance. Parce que tous les acteurs d'un département ont besoin de cette compétence. Le comptable a besoin de pouvoir analyser ses comptes après ses écritures. Le chef comptable, c'est sa compétence la plus importante. Il ne fait pas de saisies. D'après les saisies, il est le garant des soldes. Il doit comprendre vraiment comment analyser la balance. Et après, forcément, quand tu es auditeur comptable, quand vous faites une mission de commissariat au compte, la compétence la plus importante, c'est l'analyse de la balance. Parce que lorsqu'on te donne des soldes, on te donne une balance, en quelques secondes, tu dois détecter toutes les anomalies qui figurent sur la balance. Et après, maintenant, il y a aussi l'analyse de fond. Donc, c'est pourquoi on fait la revue analytique, regarder les variations. Est-ce que les variations ont des pièces? Tout ça, c'est vraiment aller en profondeur. Mais quand même, dès le départ, vous devez être capable vraiment de pouvoir faire l'analyse de vue. Vue, c'est avec VUE, l'œil, regarder les positions des sols cumulés. Les actifs et les charges ont des sols cumulés débiteurs ou nuls. Pour les charges, il n'y a que le compte de variation qui peuvent être au crédit. Les comptes de passifs et les comptes de produits, je les appelle les comptes PP, ont des sols cumulés créditeurs ou nuls. Mes amis, est-ce que c'est bon par rapport à l'analyse de la balance? Ou s'il y a des questions?
C'est bon? OK. Maintenant, je pense qu'on a fait l'exercice. Ici, ça, c'est l'étape pour analyser en profondeur. Donc, lorsque vous détectez des anomalies sur la balance, vous allez d'abord aller au niveau des grands livres. Quand je parle d'analyse de la balance, c'est vraiment au niveau de la balance générale et au niveau des balances auxiliaires. Balance tiers fournisseur, tiers client, salarié. Donc, lorsque vous détectez des anomalies, vous allez dans les grands livres pour voir quelles sont les saisies et quelles sont les situations de ces comptes-là. À partir de là, vous allez aller au niveau des journaux pour voir les saisies. Et à partir des journaux, vous allez aux pièces. Donc, quand vous regardez, vous allez voir que vraiment l'analyse, c'est le sens inversé du traitement. Le traitement, c'est de la pièce au journal, du journal au grand livre et du grand livre à la balance. Et l'analyse, tu fais le sens inverse. De la balance au grand livre, du grand livre au journal et du journal aux pièces justificatives. Et ces pièces justificatives-là doivent être conservées pendant 10 ans. Souvent, pourquoi j'ai ajouté ça? Parce que souvent, on peut nous demander pourquoi 10 ans? Quelle est notre source? Ça m'est arrivé. Et je n'avais pas en fait en tête l'article en question. Il faut juste retenir que c'est l'article 24 de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Il dit que les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives, sont conservés pendant 10 ans. Donc, mes amis, c'était vraiment les éléments dont on a besoin pour mieux comprendre les états financiers. Les états financiers, il y a deux systèmes de présentation. Il y a le système normal et le système minimal de trésorerie. Mais avant cela, vous devez comprendre que les états financiers, c'est vraiment un ensemble d'états qui permet de nous informer sur la situation financière de l'entreprise ou de la société à une date donnée. Comme je l'ai dit, il y a deux systèmes, le système normal et le système minimal de trésorerie. Avant la révision, il y avait le système allégé qui a été abrogé. Le système minimal de trésorerie, voici les conditions, les critères par rapport au chiffre d'affaires annuel. Pour les sociétés de négoce, lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à 60 millions, on peut choisir le système minimal de trésorerie. Pour les sociétés artisanales ou les PMI, lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 40 millions, on peut choisir le système minimal de trésorerie. Pour les entités de services, 30 millions inférieur. Voici les conditions qui peuvent nous permettre de choisir le système minimal de trésorerie. Maintenant, pour le système normal, il suffit juste qu'on dépasse le seuil du système minimal pour qu'on puisse choisir le système normal. Le système normal aussi, c'est vraiment le système universel. Même si tu es dans le seuil du système minimal et que tu décides de choisir le système normal, ça ne pose aucun problème. Parce que le système normal donne plus de détails. Quand je dis plus de détails, il faut qu'on voit le contenu. Quand vous prenez le système minimal, il faut savoir que tous les états financiers commencent d'abord par les fiches de renseignement. Je n'ai pas mis ça dans la liste, mais retenez cela. On ne peut pas parler d'état financier sans les fiches de renseignement. Donc, le contenu du système minimal de trésorerie, il y a d'abord les fiches de renseignement, il y a le bilan, il y a le compte de résultat et il y a 4 notes. Voici la composition du système minimal de trésorerie. Pour le système normal, il y a d'abord les fiches de renseignement. Ensuite, il y a le bilan. Une page pour le mode paysage. 2 pages pour le mode portrait. Il y a le compte de résultat. Une seule page. Il y a le TFT, tableau de flux de trésorerie.
qui a remplacé les TAFIR, une seule page. Et il y a les notes. Il y a 36 notes qui ont remplacé les annexes. De la différence entre les notes et les annexes étaient obligatoires. Alors que les notes, ce sont des tableaux qui sont facultatifs. Et ces tableaux-là font l'objet d'une fiche. Je pense que ça doit être R4. La fiche R4 dans les états financiers, c'est la liste des 36 notes. Et dès le départ, tu dois dire quelles sont les notes qui sont applicables chez toi, donc qui vont être imprimées, et quelles sont les notes qui ne sont pas applicables, qui ne feront pas partie des états financiers. Donc voici les deux systèmes. Nous avons vu les critères de choix et nous avons vu le contenu. Maintenant, pour le système normal, il y a d'abord le bilan. Le bilan va nous permettre d'avoir la situation patrimoniale à une date donnée. Après, il y a le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est l'ensemble des charges et des produits afin de déterminer l'ensemble des charges et des produits afin de déterminer le résultat de l'exercice. Le troisième document, c'est le tableau de flux de trésorerie. Je pense que c'est le tableau qui permet vraiment de comprendre le flux de la trésorerie, qui permet de savoir comment la trésorerie a augmenté ou comment elle a diminué. Est-ce que c'est à travers l'exploitation, l'investissement ou le financement? Donc, ces trois mots représentent les cycles financiers. Et enfin, il y a les notes. Donc, vous allez voir que les notes sont des éléments qui permettent d'avoir des informations détaillées, des éléments du bilan et les éléments du compte de résultat. Donc, voici les 4 éléments, plus comme je l'ai dit, les fiches de renseignement qui composent vraiment le système normal. Fiches de renseignement, le bilan, le compte de résultat, le TFT et les notes. Maintenant, on va voir comment on monte les états financiers. Il y a 2 méthodes. Il y a la méthode manuelle qui est de plus en plus, on va dire, démodée, qui n'est plus à la mode. Parce que actuellement, nous avons vraiment des liasses qui automatisent tout le process. Mais quand même, ça sera bien que vous compreniez comment on faisait avec la méthode manuelle. La méthode manuelle, d'abord, il faut savoir qu'on avait besoin des 4 documents nécessaires. On avait besoin de la balance définitive. Comment savoir que j'ai une balance définitive? Le compte 585 forcément est soldé. Le compte 637 est transféré dans le compte 667. Déjà, la balance contient les amortissements, les écritures de régularisation, les provisions. Et enfin, il contient le compte 891, l'impôt sur les sociétés. Donc, si j'ai la balance définitive, le deuxième document, c'est l'alias. Et comme je l'ai dit, l'alias, c'est le classeur Excel qui permet de monter les états financiers. Donc, il y a l'alias manuel et il y a l'alias automatique. Après, il y a les tableaux de correspondance. Je pense que c'est ces tableaux qui permettent vraiment de comprendre comment les éléments doivent être additionnés par rubrique. Je l'appelle généralement les guides. Quand tu montes les états financiers avec la méthode manuelle, c'est ton guide, c'est les tableaux là de correspondance qui va t'expliquer par rubrique quels sont les soldes des comptes de balance additionnés. Et enfin, quand tu fais les additions des soldes par rubrique, enfin, il te faut mettre en place les formules de calcul. Donc, voici les 4 documents.
Mais ça, c'est vraiment avec l'alias manuel. Maintenant, comment monter les états financiers? Vous allez voir, voici les documents nécessaires à l'élaboration. Il nous faut les balances, N et N-1. Il nous faut l'alias, soit l'alias manuel ou l'alias automatique. Il nous faut les tableaux de correspondance pour actifs, passifs, les éléments du bilan. Et le tableau de correspondance pour le compte des résultats. Et après, voici les formules de calcul. Maintenant, pour ces webinaires, on ne va pas utiliser la méthode manuelle. On va utiliser la méthode automatique. Pour cette méthode automatique, on a besoin de l'alias automatique. Cette liasse-là est là. Je l'ai ouvert. Voici l'alias. L'alias est composé par des feuilles. Donc, ici, dans un premier temps, il faut mettre les informations de ton entité. Donc, je peux mettre ici, par exemple, 2020, les numéros d'identification fiscale, donc les informations vraiment sur votre entité. Une fois que vous avez mis les informations sur votre entité, avec l'alias automatique, il suffit juste de copier-coller les deux balances. Balance N et balance N-1. Donc, nous, on va ouvrir le fichier Excel des deux balances. Ça trouve que déjà, à partir de ton logiciel comptable, on a exporté la balance à 6 colonnes. Il faut forcément exporter la balance à 6 colonnes. Voici la balance. Ça, c'est la balance 2020, ça c'est N. 2019, ça c'est N-1. Donc, ça c'est la balance à 6 colonnes. Je vais copier la balance sans les en-têtes. Donc, je copie le compte de 101 jusqu'au dernier compte. Donc, je vais copier. C'est balance 2020, donc c'est N. Je vais venir coller cette balance-là dans la feuille balance N, à partir de la cellule A2. Donc, quand je copie et je fais le collage dans la cellule A2, donc je viens voir le contrôle balance. Vous allez voir que tout doit être équilibré. Dès qu'il y a une petite anomalie au niveau des équilibres, automatiquement, il va me dire qu'il y a des équilibres quelque part. Après, je fais exactement la même chose pour N-1. Donc, je copie. Au niveau de ma liasse, N-1, je vais venir coller. Donc, je vérifie encore le contrôle balance, tout est équilibré et c'est fini. Et vous allez voir, tous les états financiers sont montés automatiquement. Bilan. OK. Voici le bilan. C'est automatique. Et comme je l'ai dit, il faut comprendre les points de contrôle. Comment savoir que le bilan est bien monté? Forcément, le net N actif doit être exactement le même net passif. Donc ici, vous voyez qu'il y a un écart. Je fais exactement la même chose pour N-1. Net actif N-1 doit être égal à net passif N-1. Donc pour N-1, il n'y a aucun écart, c'est que c'est bon. C'est pour N qu'il y a problématique. Donc je vais aller voir sur la balance N. Vous voyez la balance N, le montant, il est là. C'est juste un problème de compte. Donc le compte 120 n'existe pas au fait. Soit c'est 121 ou 129. Donc j'ai corrigé. Je pense que
On ne doit plus avoir d'écart. Donc, voici comment on utilise l'alias automatique. Vous allez voir que vraiment en 2 minutes, on a les états financiers. Il suffit juste d'avoir les balances définitives, N et N-1. Vous venez, vous ouvrez l'alias automatique et vous faites copier-coller. Maintenant, qu'est-ce qui est très important? Le plus important, c'est de voir les points de contrôle. Le logiciel a fait le travail. Tout le processus a été automatisé. Mais moi, je dois vérifier est-ce que tout est bien fait. Donc, au niveau du bilan, on vient de voir le point de contrôle. Les nets là doivent être égaux. Actif net égale passif net. N est au niveau de N-1. Donc, j'ai vérifié. Je vois que pour le bilan, c'est bon. Maintenant, comment savoir que le compte de résultat est bon? Il faut savoir qu'il y a un point commun entre le bilan et le compte de résultat. Le compte de résultat. Le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est l'élément qui va expliquer le film du résultat. Sinon, déjà, dans le bilan, j'ai le résultat. Hein. Mais ici, ce que j'ai, c'est la photo. C'est pourquoi à l'école, on disait que le bilan est la photographie du patrimoine. Parce que je n'ai que le montant ici. Mais je ne sais pas comment le résultat a été obtenu. Et c'est le rôle du compte de résultat de dire comment ce résultat a été obtenu. Donc, ça veut dire que le résultat qui figure ici, ça doit être exactement le même résultat qui figure dans le passif du bilan. Tant qu'il n'y a pas cette égalité, c'est qu'il y a un problème dans le compte de résultat. Donc, je fais le résultat net ici, la ligne XI. Je vais comparer ça au passif, au résultat net qui se trouve dans les passifs. On ne doit pas avoir d'écart. Je fais ça exactement aussi pour la partie N-1. Donc, dès lors qu'il y a un écart ici, c'est qu'il y a un problème dans le compte de résultat. Donc, voici le point de contrôle du compte de résultat. La ligne XI, résultat net, doit être exactement le même résultat net qui figure dans le passif du bilan. Et au niveau du compte de résultat, je pense que ça serait bien qu'on sache ça. Dans la partie référence, toutes les lignes qui commencent par T sont des produits. Toutes les lignes qui commencent par R sont des charges. Et toutes les lignes qui commencent par X sont des soldes intermédiaires de gestion. Maintenant, le TFT. Comment savoir que le TFT a été bien élaboré? Maintenant, je vous disais que le TFT, c'est lui qui va m'expliquer le film de la trésorerie. Pour que vous puissiez comprendre cela, vous allez voir à partir du bilan, il y a la trésorerie nette N. Net N. Je peux calculer ça. Je sais que c'est trésorerie active N moins trésorerie passif N. Maintenant, ça veut dire que cette société a terminé l'année N avec 146 038 510, 146 millions 38 510. Maintenant, elle a commencé avec combien? Donc ça, c'est la trésorerie nette N-1. Donc, je prends ça, N-1 actif moins N-1 passif. Maintenant, je peux calculer la variation. Hein. Forcément, c'est N moins N-1. Ça veut dire que cette société, entre N et N-1, la trésorerie a diminué de 122 millions.
Maintenant, qu'est-ce qui a fait diminuer ces 122 millions? Vous allez voir que la ligne ZG, qui est la variation de la trésorerie de la période, ça doit donner exactement le même montant qui est là. Maintenant, comment on a trouvé ZG? C'est la trésorerie qui provient de l'exploitation, de l'investissement et du financement. Donc, les trois là sont dans les tableaux de flux. L'exploitation, elle a perdu 46 millions. L'investissement, elle a perdu 76 millions. Et le financement, c'est 0. Donc, quand je fais la somme totale, exploitation plus investissement plus financement, ce qui a donné forcément la variation ZG. Et ce qui correspond exactement à la variation à partir du bilan. C'est pour vous dire qu'à partir du bilan, on peut avoir ça, au fait. On peut vraiment trouver la variation arithmétique. Est-ce que la trésorerie a augmenté ou est-ce que la trésorerie a diminué? On peut avoir ça. Mais comment ça a diminué? Est-ce que c'est à travers ses activités quotidiennes? Est-ce que non, c'est à travers vraiment le fait qu'elle a fait des nouvelles acquisitions? Ou bien non, est-ce que c'est à travers qu'elle s'est endettée? Donc, tu vois, toutes ces questions-là sont traitées à partir du TFT. Donc, la trésorerie qu'on avait, la trésorerie de départ, ça c'est la trésorerie N-1 qui est là, plus ZG. Ça, c'est la trésorerie de la période. Forcément, c'est ce qui donne la trésorerie finale. Donc, ce que j'ai au départ, plus ce que j'ai eu pendant la période, ça me donne la trésorerie finale. Donc, ce que j'ai au départ, c'est ce qui est appelé G. Mais, attendez, ça doit être... Non, c'est A. OK. Trésorerie de départ, c'est A. ZG, ça c'est la lettre G. Et la trésorerie finale, c'est G plus A. Donc, cette trésorerie finale est égale forcément à la trésorerie nette de N qui est là. Donc, voici les points de contrôle. Ces deux-là doivent être exactement le même montant et la variation et les deux aussi doivent être exactement le même montant. Les amis, est-ce que c'est bon par rapport au point de contrôle du bilan, du compte de résultats et du TFT, surtout TFT? Aussi, il y a des questions. Saloum, je vois que tu as levé ta main. Les amis, c'est bon ou s'il y a des questions? D'accord. Maintenant, le dernier élément au niveau des points de contrôle, ce sont les notes. Maintenant, pour qu'on puisse comprendre
qu'on puisse comprendre, oh, quelqu'un est en train de faire les annotations, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse comprendre les notes, il faut comprendre d'abord que les notes ont pour objectif de donner les détails. Quand vous prenez les éléments du bilan, chaque élément du bilan a un numéro de renvoi des notes. Et le bilan, c'est vraiment la somme, le global. Mais ce sont les notes-là qui vont me donner les détails. Donc, quand vous regardez ici, on dit par exemple, dette fiscale et sociale, 117 millions. 117 millions, c'est le global. Donc, il me dit, pour avoir le détail, je dois lire la note 18. Donc, ça veut dire quoi? Le point de contrôle, la somme de tous les éléments de la note 18 doit forcément être égale au montant qui figure dans le bilan. Parce que la note est censée me donner les détails. Donc, le cumul des détails doit être égal au montant du global. Voici le point de contrôle des notes. Quand vous regardez la note 18, est-ce que vous voyez les mêmes 117 millions qui est là? Vous voyez, j'ai mis le point de contrôle. Et l'avantage avec cette liasse automatique, j'ai mis tous les points de contrôle. Donc, il suffit juste que quand tu mets les deux états, les deux balances, tous les points de contrôle sont là. Dès qu'il y a un écart, tu le sauras. Dès qu'il y a un écart, tu le sauras.